Bonjour tout le monde, merci de vous être inscrit à cette troisième session de webinaire portant sur la data science. Aujourd'hui, je vais vous parler de tests statistiques que je vais illustrer avec le logiciel XLStat. Donc, je suis Jean-Paul Malouf, je suis consultant en data science pour la société Adinsoft qui développe le logiciel XLStat. Je pense que pas mal d'entre vous ont déjà utilisé ce logiciel. Si ce n'est pas le cas, ce webinaire est l'occasion pour vous de le découvrir. Alors, je vais essayer d'avoir une approche assez intuitive tout au long du webinaire. Je vais essayer d'éviter le recours à des formules mathématiques complexes parce que c'est un webinaire qui s'adresse avant tout à des utilisateurs de la statistique et pas à des statisticiens purs. Maintenant, sachez que le monde des tests statistiques est un monde assez vaste que je ne peux malheureusement pas résumer en une heure. Donc, je vais essayer de vous faire ressentir un petit peu la manière dont fonctionnent les tests et comment les implémenter dans XLStat. Mais évidemment, si vous n'avez pas d'expérience dans l'utilisation des tests statistiques, je vous recommande de faire un petit peu de recherche un petit peu plus poussée pour comprendre un petit peu plus le fonctionnement de ces tests-là, voire demander à XLStat de vous préparer des formations qui pourront être personnalisées en fonction de vos propres besoins. À la fin de cette session, il y aura un moment où je pourrai répondre à vos questions. Donc, vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire en utilisant la fenêtre de chat. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions en fin de webinaire. Il y aura un enregistrement de ce webinaire disponible. Vous allez avoir le lien bientôt par mail, donc d'ici la fin de cette semaine, grand maximum. Donc, si jamais vous ratez une partie de ce webinaire ou si jamais vous jugez que certaines de vos connaissances seraient intéressées par ce webinaire, connaissances qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, n'hésitez pas à partager le lien. Vous l'obtiendrez d'ici quelques jours. Vous pouvez télécharger les fichiers de présentation et de données de ce webinaire en utilisant le bouton approprié sur la plateforme de webinaire. Donc, n'hésitez pas à télécharger ces fichiers-là. Dans le PDF, vous allez voir qu'il y aura plusieurs liens sur lesquels vous pourrez cliquer pour aller consulter certaines pages spécifiques du site XLStat ou vous enregistrer à de futures sessions. Voilà ce dont quoi nous allons parler aujourd'hui. Après quelques mots sur XLStat, je vais rappeler les catégories dans lesquelles j'ai tendance à ranger les outils statistiques, à répartir les outils statistiques, de manière à ce qu'ils soient un petit peu plus compréhensibles. Je vais faire un petit récapitulatif de ce que nous avons vu jusqu'ici. Donc, on a déjà exécuté 2 sessions de webinaire la semaine dernière, une session sur la description des données et une autre sur l'exploration et la segmentation des données. Ensuite, je vais passer au vif du sujet. Donc, je vais parler de tests statistiques, principes, démarches, et on va lancer un premier test ensemble, un test de comparaison de 2 moyennes. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà entendu parler de tests statistiques, je vais parler de différences en paramétrique et non paramétrique. Donc, vous avez peut-être entendu parler de ce contraste qu'il peut y avoir dans le monde des tests statistiques. Je vais également parler de différences entre tests de comparaison et tests d'association. Et enfin, je vais évoquer ou je vais appliquer un test d'association entre 2 variables qualitatives et un test d'association entre 2 variables quantitatives. Et c'est comme ça que se clôturera le webinaire d'aujourd'hui. Je vous ai glissé quelques annexes aussi essentielles pour la compréhension de certains cas ou certaines situations, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Qui sommes-nous? XLStat est un logiciel d'analyse de données convivial qui s'intègre à Excel, sous PC et sous Mac. Le logiciel est développé par la société Adinsoft et il est également disponible sur Excel 365 et sur Google Sheets, donc utilisable sur le cloud. Une des forces de ce logiciel, c'est le fait qu'il puisse être utilisé ou qu'il est utilisé intégralement à l'intérieur de l'interface conviviale d'Excel. Donc, depuis la saisie des données jusqu'à l'interprétation et la personnalisation des résultats, tout se passe à l'intérieur de l'interface conviviale d'Excel. En quelques chiffres, XLStat, c'est plus de 220 fonctionnalités de statistiques, c'est 150 000 utilisateurs à travers le monde, 25 salariés à votre service, 300 000 visites mensuelles sur le site, un logiciel disponible en 7 langues et sur 3 fuseaux horaires. Donc, il y a des bureaux sur 3
zones horaires à travers le monde, en Amérique, en Europe et au Japon. Il y a 10 000 téléchargements mensuels du logiciel. Adinsoft, la société qui développe le logiciel XLStat, est implantée dans la Data Factory, qui est un laboratoire qui se trouve à Bordeaux, en France. Donc, il s'agit de 400 mètres carrés de laboratoire dédié à la data science, qui renferme 5 compagnies ou 5 sociétés autour de la data science, dont la société Adinsoft. C'est un laboratoire très actif, puisqu'il organise plus de 25 workshops, événements et formations par an autour donc de la data science. XLStat propose 8 solutions pour satisfaire vos besoins bien spécifiques, notamment 3 solutions généralistes, Basic, Basic Plus et Premium. Basic renferme les fonctionnalités statistiques essentielles d'exploration, de description, de test, de modélisation. Basic Plus renferme tout ce que Basic propose, plus des fonctionnalités de machine learning. Premium intègre toutes les fonctionnalités XLStat possibles et imaginables, donc plus de 220 fonctionnalités. Et entre Basic Plus et Premium, vous pourrez trouver des solutions intermédiaires qui sont orientées métier, notamment une solution pour les professionnels de l'analyse sensorielle, XLStat Sensory, une solution pour les biostatisticiens et pour les chercheurs en médecine, marketing pour les études de marché et la stratégie. Donc dans marketing, on pourra trouver l'analyse conjointe, notamment. Forecasting est utilisé donc pour les prévisions sur les séries temporelles, entre autres, et l'étude de risque. Quality est utilisé pour le contrôle qualité. Donc dans Quality, vous allez trouver des fonctionnalités de plan d'expérience et des fonctionnalités de procédés statistiques, de maîtrise des procédés. Sur le site de XLStat, vous allez trouver plus de 200 tutoriels didactiques associés à des jeux de données à télécharger. Chaque fonctionnalité XLStat est associée à un tutoriel spécifique sur lequel vous pourrez suivre pas à pas la mise en place de l'analyse sur un jeu de données réel et l'interprétation des résultats. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette page, vous pouvez cliquer sur le PDF pour en apprendre plus sur telle ou telle fonctionnalité. XLStat propose également une chaîne de vulgarisation sur YouTube intitulée StatCafé, qui présente des vidéos au format court, chaque vidéo présentant une fonctionnalité spécifique avec un cas d'étude appliqué sur XLStat. Alors les catégories de statistiques, les catégories d'outils statistiques que je vous ai déjà présentées la semaine dernière. Donc nous avons 4 catégories. Des outils de statistiques descriptives qu'on a vu dans le cadre du premier webinaire qui permettent de décrire des variables isolées ou des liens entre deux variables. Nous avons parlé de moyenne, d'écart type, boxplot, nuage de points. Nous avons généralisé un petit peu le raisonnement que nous avons mis en place dans le cadre des statistiques descriptives à l'intérieur de ces outils-là. Donc les outils exploratoires et de segmentation ou de clustering qui permettent de plonger facilement dans un jeu de données multivarié sans forcément avoir une question précise derrière la tête. Donc c'était l'objet du deuxième webinaire de la semaine dernière dans lequel nous avons exploité le fameux outil ACP ou analyse en composantes principales. Nous avons aussi évoqué très rapidement l'AFC et nous avons parlé de classification ascendante hiérarchique. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les tests statistiques qui permettent d'accepter ou de rejeter des hypothèses bien précises en assumant des risques d'erreur. En d'autres termes, les tests statistiques permettent de répondre à des questions dont la réponse est oui ou non. À partir de jeudi, donc d'après-demain, on va commencer à parler de modélisation statistique qui permettent de comprendre comment évolue une variable en fonction d'un ensemble de paramètres. Et là, on va parler de régression, d'ANCOVA et d'ANOVA. Donc, vous trouverez un enregistrement des 2 premiers webinaires sur ces liens-là. OK? Et des liens d'inscription au futur webinaire, au prochain webinaire de cette série. Donc, jeudi de cette semaine et mardi de la semaine prochaine, ici même.
Un petit rappel sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, je vous rappelle que nous avions utilisé ce jeu de données-là qui correspond à des clients d'une plateforme de vente de chaussures en ligne, disposée en ligne ici. Donc, j'ai mes différents clients ou individus qui sont caractérisés par ce qu'on appelle des variables. Et ces variables peuvent être quantitatives, c'est-à-dire qu'elles sont numériques, elles sont exprimées par des chiffres. Donc, il s'agit de la taille, par exemple, la pointure, du poids, du temps passé sur le site et du montant de facture. Ces variables peuvent être qualitatives, c'est-à-dire nominales, qui ne peuvent pas être chiffrées, notamment l'origine, le sexe et la marque préférée. Donc, lors du premier webinaire sur les statistiques descriptives univariées et bivariées, on a vu différents cas de figure, comment décrire une variable qualitative, une variable quantitative, le lien entre deux qualitatives, le lien entre deux quantitatives, le lien entre une quanti et une quali. Et enfin, on avait exploité un cas assez particulier et intéressant, comment exploiter le lien entre trois variables, deux quanti et une quali. Nous avons décidé ce nuage de points qui représente donc sur l'axe des Y le montant de la facture, l'axe des X le temps passé sur le site, de variables quantitatives, et nous avons coloré les points en fonction de l'appartenance à telle ou telle origine. Donc, nous avons rajouté l'information associée à une variable qualitative, qui est l'origine, Mars, Pluton ou Terre, dans le graphique. Donc, à partir de ce graphique qui renferme l'information issue de trois variables, nous avons pu évoquer plusieurs hypothèses, partir à la pêche de plusieurs hypothèses, notamment le montant de la facture diminue globalement avec le temps passé sur le site. Les clients plutoniens passent moins de temps sur le site que les autres, donc les points orange, les martiens et terriens forment un groupe homogène. Ensuite, nous avons généralisé ce genre de raisonnement sur un graphique simple qui représente plusieurs variables sur des jeux de données beaucoup plus larges grâce à l'exploration et à la segmentation des données qui ont été vues au cours du deuxième webinaire. Donc, nous avions pu parler de l'analyse en composantes principales ou ACP, dont les résultats les plus intéressants ou les plus populaires en tout cas sont ces deux graphiques-là. Donc, le graphique des variables et le graphique des observations. Donc, cette ACP est construite sur 4 variables, le temps passé sur le site, la pointure, le poids et la taille. Je vous rappelle que ce graphique permet d'étudier les relations qu'il y a entre les variables, donc entre le poids et la taille. On voit qu'il y a une relation positive entre le poids et la taille, relation négative entre poids, taille et temps passé sur le site, et pas de relation entre pointure et poids et taille. Je suis en train d'interpréter les angles. Pour plus de détails, je vous invite à aller consulter l'enregistrement qui se trouve là. Évidemment, les observations peuvent être caractérisées grâce à ce graphique-là. Donc à droite, j'ai des observations caractérisées par un poids élevé, une taille élevée, un temps passé sur le site faible. Je vais dans la direction du poids et de la taille et dans la direction opposée du temps passé sur le site. Et à gauche, je suis plutôt du côté du temps passé sur le site et à l'opposé du poids et de la taille. Donc j'ai un groupe qui est caractérisé par ces scores. Donc voilà tout ce que j'ai pu sortir d'une ACP en termes d'hypothèses ou d'informations. Donc le poids total augmente avec la taille, le temps passé sur le site diminue avec le poids et la taille, etc. J'aurais pu commenter l'ACP pendant très longtemps encore dans cette démarche qui est exploratoire. Mais justement, cette démarche est exploratoire, donc les informations qu'on en tire doivent être énoncées avec nuance, avec pas mal de prudence. Vous ne pouvez pas tirer des conclusions ou prendre des décisions très fermes à partir d'une ACP. Les statistiques descriptives et exploratoires nous ont inspiré donc un bon nombre d'hypothèses qu'on a énoncées avec nuance. Maintenant, pour savoir si ces hypothèses sont valides, en prenant le risque d'erreur évidemment, de nous tromper, on va parler de tests statistiques. Les tests statistiques permettent de répondre à des questions dont la réponse est oui ou non, et donc de tester les hypothèses qu'on aurait éventuellement trouvées dans le cadre d'une ACP. Je vais commencer par le principe des tests statistiques et une démarche générale.
Un test statistique est un outil utilisé pour accepter ou rejeter une hypothèse bien précise en assumant des risques d'erreur, et ils aident à répondre à des questions dont la réponse est oui ou non. Donc, prenons cette démarche-là de test statistique, qui est une démarche que je vous propose. Vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais je pense que si vous n'avez pas d'expérience dans les tests statistiques, c'est bien de la suivre pas à pas, même si elle peut paraître fastidieuse comme ça à première vue. Donc, c'est une démarche qui part de la formulation de la question, dont la réponse est oui ou non, et qui aboutit à la réponse à la question en passant par la mise en place du test et l'interprétation d'un chiffre qui va être très important, qu'on va appeler la p-value. Donc, si vous voyez des termes assez bizarres là-dedans, n'ayez pas peur, on va avoir l'occasion de détailler tout ça par la suite. Donc, je vais partir d'une question, d'un exemple. On cherche à étudier l'influence d'un nouveau système d'éducation sur les résultats scolaires. Donc, il y a 30 élèves qui vont suivre un cursus avec l'ancien système, et d'un autre côté, 30 autres qui vont suivre le cursus avec le nouveau système dans les mêmes conditions. Et puis la note générale de tous les élèves, donc je vais avoir 60 notes générales sur 20, est enregistrée à la fin du cursus. La question, existe-t-il une différence significative de notes moyennes entre les élèves ayant suivi le parcours ancien et ceux ayant suivi le parcours nouveau? On se demande si le nouveau parcours est plus performant ou moins performant, en gros, que l'ancien parcours. On va comparer la moyenne des élèves du premier parcours et la moyenne des élèves du deuxième parcours. J'aimerais vous montrer un petit spoiler du résultat auquel nous allons aboutir à la fin. Donc, ce graphique représente sur l'axe des Y la note moyenne. Et donc, j'ai la note moyenne de chacun des groupes d'élèves, l'ancien cursus et le nouveau cursus. Donc, on voit clairement que la note moyenne pour le nouveau cursus est plus élevée, grâce à cette barre. Et j'attire votre attention sur ce chiffre-là, le P, qui est très très petit dans ce cas-là. Donc, c'est un chiffre qui va être fourni par tout test statistique que vous allez exécuter. Donc, chaque test statistique aboutit à ce chiffre qu'on appelle P ou p-value. Et premier guide d'interprétation, plus la p-value est faible, plus on dira que l'effet est significatif. C'est-à-dire que quand la p-value est très très faible, on pourra dire que le nouveau programme d'éducation a une moyenne significativement différente de la moyenne de l'ancien programme d'éducation. Donc la clé de l'interprétation d'un test se trouve à l'intérieur de ce chiffre. Je vais donner plus de détails un petit peu plus tard. Donc je reprends la démarche. On a posé la question. À partir de cette question, on va poser deux hypothèses. Deux hypothèses qui vont se confronter, qui vont s'opposer. La première hypothèse, on l'appelle l'hypothèse nulle, qui en général implique l'absence de différence ou de relation. Donc, dit de manière un petit peu plus vulgarisée, l'hypothèse nulle en général implique une idée d'égalité. Selon l'hypothèse nulle, la moyenne du parcours ancien est égale à la moyenne du parcours nouveau. Cette hypothèse va s'opposer à ce qu'on appelle une hypothèse alternative, qui, elle, reprend exactement les mêmes termes que l'hypothèse nulle, mais on remplace juste l'égalité par un signe de différence. Donc, il y a différentes formes d'hypothèses alternatives, mais là, je vais me focaliser juste sur cette forme-là. Donc, l'hypothèse alternative, en général, implique une existence de différence. Donc, la moyenne du parcours ancien est différente de la moyenne du parcours nouveau. Alors, ce dernier point, ce n'est pas grave si vous ne le comprenez pas pour le moment, mais sachez qu'un test statistique permet de tester l'hypothèse nulle et va aboutir à son rejet ou à son non-rejet. Si jamais un test statistique aboutit au rejet de cette hypothèse nulle, on va pouvoir accepter l'hypothèse alternative. Maintenant que la question et les hypothèses sont posées, il faudrait qu'on sache s'orienter vers un test statistique. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert les menus Excel-Stat de test statistique, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'outils statistiques à l'intérieur du logiciel. Alors, vers quel outil s'orienter?
Donc, il suffit dans un premier temps d'examiner les hypothèses, la question et de se mettre dans une problématique statistique convenable. Est-ce qu'on est en train de comparer des moyennes? Est-ce qu'on est en train de comparer des proportions? Est-ce qu'on est en train de comparer des variances? Est-ce qu'on est en train de tester l'association entre deux variables? Donc, dans notre cas, on est en train de comparer des moyennes. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. On va comparer la moyenne des notes pour le parcours ancien, la moyenne des notes pour le parcours nouveau. Ensuite, maintenant que vous avez identifié la problématique sous forme statistique, pour comparaison de moyenne, vous pouvez utiliser un guide de choix de test. Notamment, vous avez un guide en cliquant sur ce lien qui est assez grand, assez épais, mais pas exhaustif. Donc, je vous ai dit que le monde des tests statistiques est assez énorme. Donc, en fonction de vos questions et de l'hypothèse nulle, ce guide va vous orienter vers des tests appropriés. Donc, si vous cliquez sur chacun des tests, vous allez tomber sur un tutoriel Excelstat qui va vous aider à mettre en place le test en question. Je vous ai inclus une version très miniature de ce guide ici. Donc, en fonction de la problématique, concentrons-nous sur cette colonne. Est-ce qu'on est en train de comparer deux moyennes ou plus de deux moyennes, des variances, ou est-ce qu'on teste l'association entre variables quanti ou entre variables quali? À partir de là, vous pouvez vous déplacer dans les colonnes. Donc, est-ce que vos échantillons sont indépendants ou appariés? Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de vous dire la différence entre indépendant et apparié, mais sachez que dans l'annexe du PDF que vous avez reçu, vous allez avoir un petit peu d'informations sur la différence entre les deux. Mais en tout cas, faites-moi confiance. On est en train de comparer deux moyennes sur des échantillons indépendants. Donc, voici notre cas. Nous pouvons lancer un test de student pour échantillons indépendants. On pourrait aussi utiliser un test de Mann et Whitney, qui est un équivalent non paramétrique du test de student, mais on va voir quel est l'intérêt de l'un et de l'autre. Pour le moment, on va se focaliser sur celui-là. Ok, donc on a posé la question, les hypothèses, on a choisi notre test. Maintenant, il faut qu'on choisisse un seuil de risque alpha. Donc, ça, c'est une partie assez délicate de ce webinaire. Le seuil de risque alpha, qui est compris entre 0 et 1, sera un seuil de décision de rejet de H0, un seuil de prise de décision. C'est-à-dire que le test statistique va vous fournir le chiffre p-value, et cette p-value, vous allez la comparer à un seuil de risque alpha. Si la p-value est inférieure à alpha, vous prenez une décision. Si elle est supérieure à alpha, vous ne prenez pas de décision. Donc, alpha doit être déterminé par vous-même, par l'utilisateur du test statistique, et non pas par un logiciel. Donc, il doit être déterminé en fonction de l'enjeu de l'étude et des conséquences d'un rejet de H0 à tort, des conséquences d'une prise de décision dans laquelle vous vous trompez. Donc, imaginez par exemple que vous travaillez dans le monde de la santé et que la prise d'une décision mauvaise peut entraîner des conséquences assez graves. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux être assez conservateur et éviter de prendre une décision si l'effet que vous mesurez n'est pas assez fort. Et dans ce cas-là, s'il est préférable de ne pas prendre de décision plutôt que d'en prendre une qui est potentiellement fausse, vous diminuez alpha, comme ça vous limitez les risques. Par contre, s'il vaut mieux, dans d'autres cas, prendre une décision de toute façon en assumant un risque un peu plus élevé d'avoir tort, s'il vaut mieux vraiment répondre à la question, si vous tenez à répondre à la question en assumant un risque un peu plus élevé d'avoir tort, augmentez alpha. Très régulièrement dans les études, on place alpha à 0,05. Donc c'est un réflexe des scientifiques ou des personnes qui travaillent ou des personnes qui manipulent en tout cas les tests statistiques. On place alpha à 0,05 sans forcément y réfléchir, mais ce n'est pas une raison pour en faire une règle systématique. Okay? Mais par contre, c'est ce qu'on va adopter pour le reste du webinaire. Alors voici les données qu'on a récoltées. J'ai un fichier Excel avec une ligne par élève. Donc il y a des élèves qui sont affectés au système ancien et d'autres qui sont affectés au système nouveau. On a noté leurs notes à l'examen à la fin de l'année. Donc voici ce qu'on obtient au niveau statistique descriptive ou boxplot. On peut s'attendre quand même à ce que
les élèves qui suivent le nouveau cursus aient en moyenne une note supérieure significativement que la moyenne des élèves suivant l'ancien cursus. Avant de lancer le test statistique, il faut savoir que les tests classiques, dont fait partie le test de student, ne sont valables que sous certaines conditions. Donc, par exemple, les conditions de validité du test de student pour 2 échantillons indépendants sont les suivantes. Il faut que les mesures soient indépendantes. Il ne faut pas qu'il y ait plus de une mesure dans le jeu de données par élève. Il faut que les variances des deux groupes soient égales, donc que la variance des données du premier groupe d'élèves soit égale à la variance des données du deuxième groupe. Il faut que vous ayez au moins 30 observations par groupe, ou il faut que vous vérifiez la normalité de chaque groupe ou que vous l'assumiez. Qu'est-ce que la normalité? Donc, la normalité d'un groupe de valeurs, c'est simplement une distribution de ces valeurs sous forme de cloche. Les conditions d'application des tests paramétriques peuvent être consultées sur le gros guide que je vous ai montré sur Interdeck. Je vais mettre en œuvre mon test sur ExcelStat. Donc, je vais aller dans tester une hypothèse et test paramétrique. Le test de student pour 2 échantillons indépendants, aussi appelé le test T pour 2 échantillons, se trouve juste là. OK. Donc, la boîte de dialogue s'ouvre dans Excel, la boîte de dialogue typique d'ExcelStat sur les tests T et Z pour les 2 échantillons s'ouvre dans Excel. Donc, les boîtes de dialogue ExcelStat sont organisées en différents onglets dans lesquels vous pouvez saisir vos données directement dans Excel et personnaliser les options. Dans un premier temps, on va choisir le format des données en entrée. Est-ce que nos données correspondent à une colonne par échantillon, une colonne par variable, ou est-ce qu'on a à faire des échantillons à parier? Bon, sachez qu'il ne s'agit pas d'échantillons à parier. Pour comprendre ce que sont des échantillons à parier, je vous invite à aller consulter l'annexe du PDF. Nous avons une colonne par variable, donc une colonne pour la variable éducation et une colonne pour la variable note. Pour le format, une colonne par échantillon, que d'ailleurs je ne vous recommande pas, regardez ce à quoi ça ressemble. Donc j'ai une colonne pour l'échantillon ancien et une colonne pour l'échantillon nouveau. Nous, nos données dans le tableau d'origine se trouvent comme ceci, c'est comme ça que je vais les saisir. Donc j'inclus les notes dans le champ données et les identifiants d'échantillons, donc dans ce champ-là. Dans les options, vous pouvez choisir votre niveau de significativité alpha, ou votre seuil de risque alpha, qui est mesuré en pourcentage ici. Donc je vais le placer à 5%, ce qui correspond à un alpha de 0,05. Puis dans les graphiques, il y a pas mal de trucs intéressants qu'on peut configurer, notamment des graphiques de comparaison. Je vais prendre des boxplots et des diagrammes en bâton avec des barres d'erreur sur lesquelles je vais afficher l'erreur standard. Je vais même afficher les p-values sur les graphiques. Donc je clique OK. Et j'obtiens cette fameuse p-value qui sera la clé de l'interprétation du test qui va m'aider donc à répondre à ma question. Je reprends ma question associée à une hypothèse nulle et une hypothèse alternative. Donc l'hypothèse nulle avec l'idée d'égalité, l'hypothèse alternative avec l'idée de différence. Et j'interprète ma p-value qui est comprise entre 0 et 1, donc c'est une valeur de probabilité. Si la p-value est inférieure à alpha, je rejette l'hypothèse nulle et j'accepte l'hypothèse alternative. La p-value représente le risque de vous tromper en rejetant l'hypothèse nulle. Donc ce n'est pas la définition exacte de la p-value, mais c'est une manière intuitive un petit peu de comprendre cette p-value. Plus cette p-value sera faible, plus le risque que vous prenez de vous tromper en rejetant l'hypothèse nulle sera faible. Donc si la p-value est inférieure à votre seuil de décision, vous décidez de rejeter l'hypothèse nulle
et d'accepter l'hypothèse alternative. Par contre, si la p-value est supérieure à alpha, vous ne pouvez pas vraiment prendre de décision. Et pour l'interprétation précise d'une p-value supérieure à alpha, je vous ai également donné des pistes de réflexion dans les annexes. Vous avez plus d'infos sur les tests statistiques en cliquant sur ce lien. Donc pour le moment, je vais cacher cette partie-là, je ne vais pas trop la commenter. Sachez que la valeur la plus importante à regarder dans la sortie d'un test, c'est la p-value. Donc la p-value est inférieure à alpha, on rejette H0, on accepte HA. Donc la réponse à la question, les deux moyennes, ancien et nouveau système, sont significativement différentes et le risque de se tromper en faisant cette affirmation est très très faible. Donc voilà pour notre première démarche de test et notre premier test statistique mis en place dans XLStat. Là, je vais parler du contraste, de la comparaison en test paramétrique et test non paramétrique. Alors, un test statistique peut être paramétrique ou non paramétrique. Beaucoup de tests paramétriques ont leur équivalent dans le monde non paramétrique. Les tests paramétriques sont valables uniquement sous certaines conditions à vérifier. Donc, je vous ai dit, par exemple, que pour le test de student, il faut que les mesures soient indépendantes, il faut que vous ayez au moins 30 individus par groupe ou sinon que vous vérifiez la normalité de chaque groupe. Il faut que vos variances soient égales. D'un autre côté, les tests non paramétriques n'assument pas vraiment de distribution dans la population et donc la plupart sont calculés à partir des rangs des données. Donc les tests non paramétriques sont valables dans un plus grand nombre de cas. Ils ont beaucoup moins de conditions de validité. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on s'acharne à vouloir faire des tests paramétriques qui ont des conditions de validité des fois un petit peu contraignantes à vérifier? Alors la réponse est simple. Donc, comme je vous ai dit, les tests non paramétriques sont valables dans un plus grand nombre de situations. On dit qu'ils sont plus robustes. Par contre, les tests paramétriques sont plus fins. Ils sont plus aptes à rejeter l'hypothèse nulle si elle est fausse et si les conditions le permettent. On dit qu'ils sont plus puissants. C'est-à-dire que très souvent, quand les conditions le permettent, lorsque vous lancez un test paramétrique, vous avez plus de chances d'aboutir à une significativité, à une décision, que si vous lanciez un test non paramétrique sur les mêmes données dans les mêmes conditions. Donc les tests non paramétriques sont plus robustes, les tests paramétriques sont plus puissants. D'un point de vue pratique, qu'est-ce que je vous recommanderais de faire? Je reprends la démarche. On est parti d'une question jusqu'à la réponse. Et au moment de la vérification des conditions d'application du test paramétrique, si ces conditions ne sont pas vérifiées, je peux vous recommander de partir sur un équivalent non paramétrique qui lui aussi d'ailleurs fournit une p-value dont l'interprétation est relativement similaire à la p-value renvoyée par un test paramétrique. Par exemple, ce que je vous propose, c'est de lancer un équivalent non paramétrique du test de student pour deux échantillons indépendants. Regardez, l'équivalent non paramétrique est là, le test de Mann-Whitney. Je vais vous montrer comment le mettre en place dans XLStat sur le même jeu de données. Donc, je reviens sur la feuille éducation. Je vais aller dans tester une hypothèse, test non paramétrique et comparaison de deux échantillons. Vous voyez, il est là, Mann-Whitney. Là encore, le logiciel me demande si j'ai une colonne par échantillon ou une colonne par variable. J'ai une colonne par variable. Donc, je vais prendre les données ici et je vais saisir donc, les identifiants d'échantillons juste ici. Là, j'active le test de Mann-Whitney. C'est fait automatiquement dans XLStat. Je peux encore une fois choisir mon niveau de significativité. Et je peux demander au logiciel de me dessiner des graphiques aussi. Voilà. Donc, je me focalise sur la p-value, qui est très très faible, qui me permet de rejeter l'hypothèse nulle et d'accepter l'hypothèse alternative. Donc, j'aboutis un petit peu à la même conclusion que précédemment. Les deux systèmes d'éducation aboutissent à des résultats différents. Ensuite, XLStat donc propose le boxplot que j'ai configuré dans la boîte de dialogue avec la p-value affichée juste au-dessus.
Donc, dans certaines revues scientifiques, on vous demande d'afficher la p-value de la sorte dans un graphique. XLSAT le fait automatiquement pour vous. Donc voilà pour la différence en test paramétrique et test non paramétrique. Donc j'ai confronté paramétrique à non paramétrique. Là, je vais confronter comparaison à association. Donc, dans le monde des tests statistiques, on peut avoir affaire à des tests de comparaison, comparer des moyennes. Là, on a comparé la moyenne de résultats scolaires liés à deux systèmes d'éducation. En agronomie, on peut s'intéresser à la différence de moyenne induite par deux traitements agro, par exemple des parcelles traitées par tel fertilisateur versus des parcelles contrôle, et puis le calcul de rendement. Est-ce que le rendement moyen est significativement différent entre les deux types de traitements? Je peux m'amuser à comparer les variances. Est-ce que les variances de deux groupes sont différentes? Je peux aussi m'amuser à comparer des proportions. On peut aussi faire appel à des tests d'association de variables. Donc, on peut tester l'association de deux variables qualitatives. Il s'agit de tests sur le tableau de contingence, tri croisé. Le très fameux Ki2, le test exact de Fisher, qui est un équivalent non paramétrique. Et le test d'association de deux variables quantitatives, notamment le test sur le coefficient de Pearson de Spearman. Donc, le reste de ce webinaire va être consacré à ces deux cas de figure. Je vais commencer par le test d'association entre deux variables qualitatives et je vais étudier ce cas-là. Donc, la survie des passagers du Titanic dépend-elle de leur classe? Ce que vous voyez ici est un tableau de contingence ou un tri croisé qui croise deux variables, la variable survie oui ou non, et la variable classe du passager. Et au sein de chaque case, j'ai le nombre ou les effectifs correspondant à la combinaison de modalités. Donc, j'ai 203 passagers de la première classe qui a survécu. J'ai 167 passagers de la deuxième classe qui n'ont pas survécu, ainsi de suite. Donc, il s'agit du croisement de deux variables qualitatives, survie et classe. Donc, pour aboutir à ce tableau de données à partir d'un jeu de données brut, vous avez la procédure dans le premier webinaire que je vous invite à aller consulter. Le webinaire sur les stats descriptives. Donc, comme dans tout test statistique, on va placer une hypothèse nulle et une hypothèse alternative. Selon l'hypothèse nulle, les lignes et les colonnes sont indépendantes. Donc, on dit que la survie ne dépend pas de la classe. Et selon l'hypothèse alternative, les lignes et les colonnes sont dépendantes. Donc, la survie dépend de la classe. Alors, pour pouvoir un petit peu visualiser cette dépendance, il faudrait s'imaginer des proportions et pas des effectifs. Est-ce que la proportion de survivants change d'une classe à une autre? Donc, rien qu'en regardant les données de manière brute comme ça, j'ai envie de dire oui. Regardez, là en première classe, j'ai moins de non-survivants que de survivants, alors que quand je bascule en troisième classe, j'ai beaucoup plus de personnes qui n'ont pas survécu que de personnes qui ont survécu. Donc en proportion, le taux de survie change de classe en classe. Donc on peut au moins, d'après ce tableau-là, supposer qu'il y a une dépendance entre la survie et la classe. Donc on peut s'attendre à ce que notre test statistique renvoie une p-value très faible qui nous fera rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative. Donc pour répondre à ce genre de problématique, donc qui consiste en le test de l'association de deux variables qualitatives, la dépendance de deux variables qualitatives, on peut utiliser le test du Ki2, que d'ailleurs je vous propose de mettre en place tout de suite. Je vais aller là-dedans et dans test de corrélation et d'association, je vais aller simplement dans test sur les tableaux de contingence. Donc tout d'abord, il faut que je sélectionne mon format de données. Est-ce que mes données correspondent à des variables qualitatives? Les variables qualitatives
Dans notre cas, ce serait une colonne survie et une colonne classe, et chaque ligne correspondrait à un passager, avec à chaque fois l'information de sa survie et l'information de sa classe. Ou est-ce que nos données correspondent directement à un tableau de contingence, un croisement des deux variables qualitatives? C'est plutôt notre cas. Donc je vais capturer mon tableau de contingence là-dedans. Dans les options, je peux choisir différents tests qui répondent tous à la même question. J'ai le très classique test du Ki2, mais qui a des conditions de validité des fois un peu contraignantes. Je vous recommande le test exact de Fisher, qui est beaucoup plus robuste, peut-être un petit peu moins puissant, mais plus robuste que le test du Ki2, qui est valable dans un plus grand nombre de cas. Donc je l'active. Dans les sorties, je peux calculer les pourcentages en ligne, les pourcentages en colonne, pour que ce soit un petit peu plus facilement interprétable. Donc j'ai d'abord le résultat du test du Ki2 et la p-value associée, qui nous fait rejeter l'hypothèse nulle, comme ce à quoi on s'attendait. Et là, j'ai la p-value associée au test exact de Fisher, donc qui converge un petit peu avec la conclusion à laquelle on a abouti avec le test du Ki2. Alors pour l'interprétation, la p-value est inférieure au seuil de risque alpha, on rejette l'hypothèse nulle, la survie ne dépend pas de la classe, et on accepte l'hypothèse alternative, la survie dépend de la classe, on prend un risque très très faible de nous tromper, un risque donc encore une fois proportionnel à la p-value. Donc la réponse qu'on donne à la question, la décision qu'on prend, c'est que la survie dépend significativement de la classe et le risque qu'on prend en disant ça est très très faible. Et enfin, le dernier cas de figure dont je voulais vous parler, c'est le test d'association de deux variables quantitatives. Notamment le test de corrélation de Pearson. Donc je reviens sur ce fameux jeu de données sur la plateforme de vente de chaussures en ligne. Et disons que j'ai envie de tester le lien qu'il y a entre toutes ces variables-là prises 2 à 2. Est-ce que le lien entre taille et pointure est significatif? Est-ce que le lien entre taille et poids est significatif? Est-ce que le lien entre poids et taille, temps passé sur le site est significatif? Donc je vais exécuter autant de tests qu'il y a de combinaisons 2 à 2. Alors comment est-ce que je peux envisager les choses? Donc pour chaque paire de variables, je vais poser une hypothèse nulle et une hypothèse alternative. Donc selon l'hypothèse nulle, il y a une absence de lien entre les variables. Et selon l'hypothèse alternative, il y a une existence d'un lien entre les variables. Alors comment répondre à ça? Je pourrais tout simplement calculer pour chaque paire un coefficient de corrélation de Pearson ou de Spearman. Dans la présentation, j'ai glissé Pearson. Ce coefficient mesure la force du lien linéaire qu'il y a entre deux variables quantitatives. Donc on peut partir sur le calcul de coefficient de corrélation de Pearson pour chaque paire de variables et voir si ces coefficients sont significatifs. Pour entrer un petit peu plus dans le détail, je vais prendre le lien entre deux variables, disons entre pointure et poids, et je vais calculer un coefficient de Pearson, coefficient qui comprend entre -1 et +1. Comment interpréter ce coefficient? Si ce coefficient se rapproche de -1, on a une corrélation négative, c'est-à-dire que lorsqu'une variable augmente, l'autre diminue. Lorsque la pointure augmente, le poids diminue. Si le coefficient se rapproche de 1, la corrélation est positive, c'est-à-dire que lorsque une variable augmente, l'autre augmente. Lorsqu'une variable diminue, l'autre diminue. Par contre, si le coefficient se rapproche de 0, il y a absence de corrélation, pas de lien entre les variables. Lorsqu'une augmente, l'autre ne change pas forcément. Et donc, à partir de ce coefficient de Pearson, on peut reformuler nos hypothèses nulles et alternatives. Donc les hypothèses nulles alternatives peuvent être écrites de la sorte. Selon l'hypothèse nulle, on peut écrire que le coefficient de corrélation est égal à 0, ce qui implique pas de relation, pas de dépendance entre les deux variables, absence de corrélation. Et l'hypothèse alternative, si le coefficient est différent de 0, on va dire qu'il y a une présence de corrélation.
On retrouve encore une fois cette idée d'égalité et de différence. Vous vous souvenez? Alors, comment lancer des tests de corrélation de Pearson dans XLStat? Je vais retourner sur mes données CRM et je vais aller dans tester une hypothèse, test de corrélation et d'association et enfin test de corrélation. Donc, dans la boîte de dialogue, le champ le plus important à renseigner, c'est celui-là, observation variable quantitative. Je vais juste réinitialiser la boîte de dialogue en cliquant sur ce bouton-là. Je vais sélectionner les 4 variables sur lesquelles j'ai envie de travailler. XLStat va automatiquement calculer toutes les corrélations 2 à 2 et va lancer un test de corrélation pour toutes les corrélations 2 à 2. Donc, je choisis mon type de corrélation ici, il y en a différents. Pearson, c'est le type de corrélation le plus courant, corrélation paramétrique. Spearman, Kendall et polychorique sont des équivalents non paramétriques. Pour les tests de corrélation, je vous recommande vivement, dans la gestion des données manquantes, une suppression par paire si jamais vous êtes amené à travailler sur cette fonctionnalité-là. Dans les certis, je vais demander évidemment les corrélations et les p-values associées. Et dans les graphiques, je peux demander une matrice de nuages de points, donc matrice de graphique. C'est très joli, vous allez voir. Alors, je vous recommande de n'activer ce graphique que si vous avez un nombre limité de variables. Plus vous augmentez votre nombre de variables, plus ce graphique sera grand et il prendra du temps à être... Alors, je vais commenter cette sortie-là sur ma présentation. C'est ce qu'on appelle une matrice de corrélation. Cette matrice de corrélation renferme les variables en ligne et les mêmes variables en colonne. Chaque chiffre correspond au coefficient de corrélation des deux variables qui se croisent. Par exemple, le coefficient de corrélation entre taille et pointure est égal à 0,01. C'est un coefficient qui est très proche de 0, donc il n'est probablement pas significatif. Le coefficient de corrélation entre poids et taille est très élevé. Le coefficient de corrélation entre temps passé sur le site et taille est négatif et de moins 0,64. Sachez que la matrice est symétrique par rapport à la diagonale, donc vous retrouvez les mêmes chiffres de ce côté-là. Évidemment, une corrélation entre une variable et elle-même est parfaite, elle est égale à 1. Alors, on voit qu'il y a un lien positif entre taille et poids, un lien positif entre pointure et temps passé sur le site. Par contre, un lien négatif entre temps passé sur le site et taille, un lien négatif entre temps passé sur le site et poids. Comment savoir si ces chiffres sont significativement différents de 0 et comment dire que les corrélations sont significatives? Il suffit de regarder la police des coefficients. Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de significativité alpha égal à 0,05 qu'on peut configurer dans la boîte de dialogue évidemment. Donc ce lien entre poids et taille est positif, il est égal à 1 et il est significativement différent de 0. Le lien entre taille et temps passé sur le site est négatif, lorsque la taille augmente, le temps passé sur le site diminue, et ce lien est significatif. Par contre, le lien entre pointure et temps passé sur le site est positif. On peut s'attendre à une augmentation du temps passé sur le site en fonction de la pointure, mais en fait, ce lien n'est pas significatif. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un lien significatif entre pointure et temps passé sur le site. Le chiffre n'est pas affiché en gras. Donc voilà pour l'interprétation d'une matrice de corrélation. Je voulais juste vous montrer un petit graphique proposé par XLStat dans cette fonctionnalité-là. Donc le graphique, la matrice de nuages de points que je vous ai montré, ressemble à ça. Donc vous avez de nouveau toutes les variables en colonne et ces mêmes variables en ligne. Et chaque graphique correspond au croisement entre les deux variables prises en compte. Donc là, j'ai un nuage de points entre taille et pointure. Taille sur l'axe des ordonnées et pointure sur l'axe des abscisses. Là, j'ai un
nuage de points entre taille et poids. Vous voyez comme la corrélation est forte entre la taille et le poids. Sinon, là, j'ai une corrélation entre taille et temps passé sur le site. Alors, c'est très important, très souvent, de bien regarder les graphiques et les statistiques descriptives des données avant de vous précipiter sur l'interprétation d'un test. Des fois, une corrélation de Pearson peut être totalement conduite par juste un seul point extrême qui ne représente pas vraiment votre population et qu'il faudrait éventuellement éliminer avant de relancer le test. Donc, c'est très important de ne pas vous précipiter sur une conclusion qui vous est fournie par une p-value, mais de bien inspecter vos données d'un point de vue descriptif ou d'un point de vue graphique. Donc, ce sera mon grand conseil de clôture de ce webinaire. Voici un petit récapitulatif. Voilà la démarche qu'on a mise en route pour exécuter un test statistique. On est parti de la formulation d'une question dont la réponse est oui ou non. On a formulé des hypothèses nulles et alternatives. On a choisi un test statistique paramétrique, un seuil de risque alpha. On a récolté les données. On a vérifié les conditions d'application du test. En réalité, on ne l'a pas fait, mais sachez que vous devez le faire. Si elles ne sont pas vérifiées, vous prenez un équivalent non paramétrique, puis exécution du test et interprétation en comparant la p-value au seuil de risque, ce qui nous permet de rejeter l'hypothèse nulle si jamais c'est le cas, si jamais la p-value est inférieure à alpha. Et enfin, on répond à la question et on prend une décision. Évidemment, si p est inférieur à alpha. Voici un rappel de test, d'un guide de choix de test. Donc, les tests qu'on a vus ensemble, c'est le test de Student, le test de Mann-Whitney. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? On a vu le test de Tukey-2, le test exact de Fisher et le test de corrélation de Pearson. Donc, dans ce guide miniature, il y a déjà un grand nombre de tests qu'on n'a pas vus. Et si vous ouvrez ce guide-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de tests supplémentaires. Pas le prochain webinaire, celui d'après, on va avoir l'occasion de parler en long et en large d'ANOVA ou d'analyse de variance, qui permet donc de comparer plusieurs moyennes. Donc, pour vous inscrire au prochain webinaire, je vous invite à cliquer sur ces liens-là. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et à inspecter les annexes de ce PDF si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin. Je vais prendre quelques questions. Pouvez-vous dire si Excelstat fait le test de normalité de la distribution? Alors, c'est une très bonne question. Oui, Excelstat propose des tests de normalité. Alors, je reprends un petit peu les conditions de validité du test de Student. Pour qu'un test de Student soit fiable, il faut que les mesures soient indépendantes, il faut que les variances soient égales entre les deux groupes, il faut qu'il y ait au moins 30 observations par groupe ou que la normalité de chaque groupe soit vérifiée ou assumée. Alors, une manière de vérifier la normalité d'une série de données, c'est de lancer un test de normalité. Par exemple, je prends mon jeu de données éducation. Je vais vérifier la normalité du groupe ancien et la normalité du groupe nouveau pour voir si mon test de student est fiable. Mais en réalité, il est fiable ici parce que j'ai 30 observations par groupe. Mais imaginez que j'en ai moins que ça. Je vais aller dans description des données et test de normalité. Donc, dans données, je vais prendre notes. Et dans sous-échantillon, je vais prendre éducation. Ça, Excelstat va automatiquement diviser mes notes en deux groupes, un groupe ancien et un groupe nouveau, et faire un test de normalité sur chacun des deux groupes. Le test de normalité le plus courant, c'est le test de Shapiro et Wilk. Ces trois autres tests sont aussi des tests de normalité, mais je ne vais pas les activer pour le moment. Donc, j'ai d'abord le résultat pour la série ancien, donc ancien programme d'éducation, et la p-value associée à mon test de normalité. Évidemment, comme tout test qui se respecte, le test de Shapiro ou de normalité est associé à une hypothèse nulle et une hypothèse alternative. Selon l'hypothèse nulle, la variable dont provient l'échantillon suit une loi normale. Selon l'hypothèse alternative, la variable dont provient l'échantillon ne suit pas une loi normale. Donc là, j'obtiens une p-value qui est assez élevée. Je ne rejette pas l'hypothèse selon laquelle la variable dont provient l'échantillon suit une loi normale et donc je suis content. Alors faites très attention dans l'interprétation des résultats de tests de normalité. Les tests de normalité
ne sont plus fiables quand vous avez très peu d'observations. C'est-à-dire que n'allez pas lancer un test de normalité sur 5 valeurs ou sur 6 valeurs. Ça n'a pas de sens. Évidemment, plus bas, vous trouverez le résultat pour le système nouveau. Dans votre exemple du Titanic, certes, le test du Ki2 montre que les lignes et les colonnes sont liées, mais peut-on conclure sur une certaine classe en particulier? Les lignes et les colonnes sont-elles liées pour la classe 1, la classe 2? Alors ça, c'est une question tout aussi intéressante. Et je vais relancer donc un test là-dedans, un test sur les tableaux de contingence. OK. Et dans les sorties, je vais prendre la significativité par case et je vais aussi prendre les effectifs théoriques. Alors, je vais retourner un petit peu sur la théorie du test du Ki2. Comment fonctionne le test du Ki2? Le test du Ki2 fonctionne grâce à cette quantité-là qui va mesurer la distance qu'il y a entre vos propres observations et les valeurs de votre tableau de contingence sous l'hypothèse nulle. C'est-à-dire dans un cas où vous auriez des proportions égales dans votre tableau de contingence. OK? Et donc, plus l'écart entre vos valeurs réelles et les valeurs théoriques, les effectifs, donc sous l'hypothèse nulle, est élevé, plus la p-value sera faible. Et donc, il est possible, voilà, dans chaque case de votre tableau de contingence, de voir à quel point est-ce que vous vous éloignez de cette hypothèse nulle. Et on le voit dans les résultats, le test, la significativité par case ici. Regardez. On voit que dans le cadre de la première classe, survie non, on a un chiffre observé qui est beaucoup plus faible que les effectifs théoriques sous l'hypothèse nulle. Donc la première classe, on voit qu'elle se dégage de manière assez importante de l'hypothèse nulle et c'est de même, il en est de même pour la troisième classe. Donc les non-survivants dans la troisième classe sont en effectif beaucoup plus élevés que les non-survivants dans la troisième classe sous l'hypothèse nulle, sous une hypothèse où on a des proportions équivalentes. Est-ce qu'avec un test d'association, on peut savoir la causalité entre deux variables? Alors, tout dépend de la manière dont vous avez conçu votre expérience ou vos données. Si une des variables est bien contrôlée par vous et que l'autre variable est observée, vous pouvez établir un lien de causalité entre la variable contrôlée envers la variable observée. Par contre, pour l'étude de la causalité, je vous recommande de vous orienter plutôt sur la modélisation statistique dont on va parler jeudi, qui, elle, vraiment met en place un dispositif pour pouvoir expliquer une variable en fonction d'une série d'autres variables. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et attention à l'interprétation, encore une fois, des résultats d'un test statistique. Si vous n'avez pas d'expérience, je vous invite à lire un petit peu plus ou à faire plus de recherches avant de mettre en place vos premiers tests, voire à demander des formations à Excelstad qu'on peut vraiment personnaliser par rapport à vos besoins. Et j'espère vous retrouver jeudi pour la prochaine session. Bonne fin d'après-midi.